Ça s'appelle Les Antisèches du Bonheur. Nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Jonathan Lehman. Moi aussi, j'ai le cœur qui bat. Une belle salle remplie comme ça pour parler d'un thème qui nous est cher à tous, qui est ce thème du bonheur. Si j'étais à votre place, je me demanderais, mais c'est qui ce type qui vient nous parler de bonheur ? Souvent, ça peut être un thème qui fait lever en nous des objections, des peurs. Et comme l'a dit Jean-Michel, ou comme il l'a sous-entendu, j'ai pas de diplôme de bonheur. J'ai pas de certification qui m'habilite à venir vous parler de bonheur. Ce qui me permet de vous parler de bonheur aujourd'hui, c'est que j'étais un véritable cancre du bonheur. J'avais beaucoup de mal à trouver de la joie dans la vie de tous les jours. J'ai grandi dans les années 80 et à la maison, on regardait religieusement, pour ceux qui ne sont pas les plus jeunes d'entre nous, vous connaîtrez sans doute ces séries télé, Dallas, Dynasty. Est-ce que ça évoque quelque chose pour certaines personnes qui sont ici ? C'était des séries autour de l'argent, autour du pouvoir. J'ai été marqué aussi par des films de l'acteur Michael J. Fox, l'acteur de Retour vers le futur. Mais moi, il y avait un film que j'avais loué en VHS à l'époque qui m'avait beaucoup marqué. C'était un film qui s'appelait Le secret de mon succès. Et dans ce film, le personnage principal, joué par Michael J. Fox, commence à travailler dans la salle de courrier de son entreprise. Et petit à petit, il va gravir les échelons de la société pour finir PDG de l'entreprise, son happy end. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je vous parle de Dallas, de Dynasty, de Michael J. Fox ? C'est parce que moi, le message que j'ai reçu à l'époque sur la formule du bonheur, c'est qu'il fallait gagner beaucoup d'argent, qu'il fallait avoir du pouvoir, et que le bonheur, il allait venir naturellement en conséquence de ça. Alors moi, j'ai essayé de prendre un peu cette information-là. J'avais la chance d'être un pas trop mauvais étudiant. Et donc j'ai fait des études poussées, des études de droit, qui m'ont amené à aller à la fac de droit aux États-Unis, et plus tard à devenir avocat d'affaires à Wall Street. Alors j'étais pas chez Goldman Sachs, mais Goldman Sachs était mon client. En fait, j'étais dans le cabinet d'avocats juste en face de Goldman Sachs. C'était notre client principal. Donc j'avais un peu atteint ce but que j'avais l'impression, la société m'avait dit d'accomplir pour être heureux. Je gagnais beaucoup d'argent, en tout cas plus d'argent que je ne savais quoi faire avec. J'avais un beau statut, comme aurait dit ma grand-mère. Je me déplaçais dans la ville de New York en limousine, je mangeais dans les meilleurs restaurants. Mais la chute, vous la connaissez, c'est que j'étais malheureux comme les pierres. J'étais dépressif. J'ai commencé à sombrer progressivement dans différentes formes d'addiction, dans le pétard, dans la cocaïne, dans toutes sortes de choses. Bref, j'avais beaucoup de mal à trouver du bonheur dans ma vie de tous les jours. Mais j'étais un peu comme coincé dans ma prison dorée. On s'habitue assez vite à ce confort, à cet argent, et une fois qu'on est dedans, c'est un petit peu difficile d'en sortir, et on se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais plus être en mesure de me payer des voyages, de me payer des hôtels. J'étais un peu j'avais beau être mal, j'étais quand même coincé, et c'est important à souligner parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont dans des situations où peut-être ils gagnent beaucoup d'argent et ils ont ce qu'on pourrait appeler un beau statut, mais où ils n'arrivent quand même pas à partir parce qu'ils ont justement cette peur. Mais il m'est arrivé quelque chose qui était une tragédie, mais qui s'est révélé aussi, comme toute tragédie, avoir des bons aspects. C'est que mon père est tombé gravement malade. C'était la personne dont j'étais le plus proche.
Et ça a complètement changé ma vision de tout ça, ma vision de la vie. Et du jour au lendemain, un jour, j'ai décidé de tout plaquer, de laisser derrière moi ce travail, de laisser derrière moi ma carrière d'avocat, de regarder ces peurs de manquer, ces peurs d'échouer en face, et de me lancer dans une grande recherche pour trouver mon bonheur. Et au début, cette recherche, c'était vraiment une quête complètement égoïste, hein. C'était vraiment comment est-ce que moi, je vais réussir à me sortir de cette situation où je suis déprimé, où j'ai besoin de produits et de toutes sortes de choses pour me rendre bien. Comme l'a dit Jean-Michel, je suis parti en voyage, j'ai été à la rencontre de yogis, de chamans, de penseurs, j'ai été dans des retraites, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, je suis devenu boulimique de livres sur le développement personnel. Et j'ai fait une découverte sur l'origine de mon non-bonheur, l'origine de ma dépression. Et j'ai compris aussi, et ce qui était fou avec cette découverte, c'est que ce non-bonheur et cette cause de mon non-bonheur, c'était pas seulement la cause de mon non-bonheur à moi, mais c'était la cause du non-bonheur de toutes les personnes qui souffrent de ce non-bonheur. Il y a ce paradoxe que on fait partie du groupe des plus privilégiés de l'histoire de l'humanité, si on pense en termes de notre espérance de vie, de l'accès qu'on peut avoir à différentes formes de divertissement, au voyage. Mais pourtant, on dirait qu'on n'a jamais été aussi malheureux en tant qu'espèce. Il n'y a jamais eu autant de dépression. L'âge moyen de la dépression n'a jamais été aussi bas. Il y a de plus en plus de suicides. Et ce que j'ai découvert, c'est que la raison pour tout ça, qui était aussi la raison de moi, ma souffrance, c'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Ce phénomène de la tyrannie du mental, il a été très bien résumé, je trouve, par un journaliste américain qui s'appelle Dan Harris. Dan Harris, c'est un peu le Laurent Delahousse américain. C'est un présentateur télé qui, un peu comme moi, avait eu des rêves de réussite. Il a réussi à se retrouver à être le présentateur vedette aux États-Unis. Mais lui aussi, il était malheureux comme les pierres. Il était en train de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Il a commencé à s'auto-médicamenter. Je ne sais pas si c'est un mot, mais vous comprenez. Avec des substances aussi, avec des drogues. Et un jour, il a fait une crise de panique en direct à la télé. Il n'arrivait plus à articuler un mot. Il s'est dit que c'était non seulement la fin de sa carrière, mais que ça allait être la fin de sa vie. Et il est parti lui aussi dans une grande recherche pour essayer de comprendre comment vivre différemment. Et Dan Harris, il a découvert la pratique de la méditation. Ça a changé sa vie. Et il a sorti un livre sur cette pratique et sur cette découverte qu'il a appelé « Comment je suis devenu 10% plus heureux ». Mais selon ses dires, dans la préface de ce livre, il explique, et c'est ça qui, je trouve, une bonne description de la tyrannie du mental, qu'il aurait aimé appeler le livre « La voix dans ma tête est une connasse ». Alors, je suis désolé pour la vulgarité de ce mot, mais pourtant, je trouve que ça illustre bien le problème auquel on est tous confrontés, ce problème de la tyrannie du mental, qui est qu'on a tous une voix dans la tête qui nous parle sans cesse, qui nous dit qu'on n'est pas assez, qui nous dit que ça va pas, qui nous dit qu'il va nous manquer de quelque chose, qui nous dit qu'on a envie d'être là-bas, et qui nous parle, et qui nous parle, et qui nous parle sans cesse. C'est comme si on avait un chien fou à l'intérieur de la tête. Un chien fou qui est non seulement capable de nous mordre, nous, et de nous créer du stress, nous créer de la frustration, nous créer des angoisses, mais qui est capable d'aller mordre les autres et de créer des conflits et toutes sortes de problèmes. Et le travail que je fais aujourd'hui, grâce à ce que j'ai découvert sur la tyrannie du mental, c'est comment est-ce qu'on peut transformer le mental tyrannique en un outil de bonheur. Comment est-ce qu'on peut faire de ce chien fou à l'intérieur de nous, un chien d'aveugle,
ou un chien de garde, si vous voulez. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est qu'on étudie d'un peu plus près en quoi le mental est tyrannique et qu'on regarde ensemble ce que j'appelle donc mes antisèches du bonheur, à savoir comment sortir de ces aspects tyranniques du mental et faire du mental le meilleur des outils possibles. Un mot sur, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur ce concept d'antisèche. Vous êtes peut-être familier avec le principe de Pareto, qui nous dit que pour beaucoup de phénomènes, 80% des conséquences viendraient de 20% des causes. C'est un peu cette idée de l'effet de levier. L'idée que si, par exemple, vous allez faire 90 minutes de sport, vous allez obtenir 80% des bienfaits dans les 18 premières minutes. Et c'est un peu cette idée qui sous-tend ce concept des antisèches. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qui va nous prendre peu de temps dans notre quotidien, mais qui va véritablement avoir un très grand impact sur nos vies. Alors avant qu'on parle plus spécifiquement de ces aspects de la tyrannie du mental, peut-être un petit mot sur le bonheur. Parce que le problème, c'est que le bonheur, ça veut dire plein de choses pour plein de gens différents. Moi, je suis là à vous parler de bonheur, mais peut-être que vous vous dites, mais de quoi il me parle ? Pour certaines personnes, le bonheur, ça va être d'être seul sur une plage, alors que pour d'autres personnes, le bonheur, ça va être de gravir une montagne tout seul, ce qui pourrait être une vision de cauchemar pour certaines personnes. Pour certaines personnes, le bonheur, ça va être d'être en boîte de nuit avec 300 personnes, et ça va être une vision d'horreur pour bien d'autres personnes. Donc déjà, comment est-ce qu'on définit le bonheur ? Parce que pour qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse le définir correctement. Et vu que le bonheur est extrêmement subjectif, c'est très difficile à définir. En revanche, il y a quelque chose qu'on peut très facilement définir, et ça, c'est l'absence de bonheur. C'est la souffrance. Je ne sais pas ce qui vous rend heureux personnellement, vous, dans cette salle, mais je sais ce qui vous empêche d'être heureux. Je sais ce qui peut agir comme un frein à votre bonheur. Et ce qui va agir comme un frein à votre bonheur, c'est tout ce qu'on peut appeler les pensées et les émotions négatives. C'est tout ce qui est le stress, la frustration, la peur, la colère, la culpabilité. Donc, si le bonheur est complètement subjectif, en revanche, la souffrance, elle est complètement universelle. Et donc, vu que la souffrance est universelle, on peut tout simplement, pour qu'on ait une définition du bonheur à laquelle on puisse tous adhérer, tout simplement définir le bonheur comme l'absence de souffrance. D'ailleurs, c'est pas une définition qui vient de moi, c'est un des nombreux apports d'un des grands philosophes du bonheur qui s'appelait Bouddha et qui parlait justement de cette condition qu'on partage tous, qui est cette propension à la souffrance. Une autre manière de définir le bonheur, c'est par référence au concept d'instant présent. Je suis dans le bonheur quand j'accepte ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Quand je suis en train de dire oui à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et je suis dans la souffrance quand je suis en train de dire non à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Non, je ne peux pas croire qu'il m'a parlé comme ça. Non, je ne peux pas croire qu'on vient de rater le train. Non, 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 non. Donc ça, c'est, si vous voulez, pour déjà définir le bonheur, afin qu'on sache de quoi on parle et qu'on puisse ensuite mesurer concrètement, avec les outils que je vais partager avec vous, si on arrive véritablement à progresser sur ce chemin. Mais maintenant qu'on a vous êtes avec moi sur cette définition, maintenant qu'on est peut-être d'accord sur une définition à laquelle on peut tous adhérer parce qu'on ressent tous à différents moments cette souffrance, comment est-ce qu'on mesure notre progrès sur ce chemin du bonheur ? Comment est-ce que vous allez faire une fois que vous allez partir d'ici ce soir et, je l'espère, vous allez essayer de mettre en pratique certaines des choses dont on va parler. Comment vous allez faire pour voir si ça a un impact sur vos vies ? Pour ça, il y a quelque chose que je trouve extrêmement utile.
C'est apparemment des psychologues, un congrès de psychologues, il y a quelques années, se seraient mis d'accord pour dire qu'un moment de vie durerait 3 secondes. Alors c'est extrêmement arbitraire comme mesure, parce qu'on peut avoir l'impression qu'un moment, ça va durer 1/10 de seconde ou que ça va durer 10 minutes. Mais il se trouve que si on regarde le comportement des mammifères, on se rend compte qu'il y a énormément de comportements qui durent en moyenne 3 secondes. Si vous prenez le temps moyen qu'une girafe met à mastiquer de l'herbe, le temps moyen qu'un panda met à faire ses besoins, ou la durée moyenne d'embrassade d'athlètes olympiques à la fin d'une épreuve, en moyenne, ça met 3 secondes. Et donc, si on prend cette unité et qu'on postule et qu'on se met d'accord avec cette idée qu'un moment dure 3 secondes, qu'on postule qu'en moyenne, on va vivre 80 années et qu'on va dormir 1/3 de ce temps, ce que ça fait, c'est que dans notre vie, on va avoir 500 millions de moments de 3 secondes. 500 millions d'opportunités d'être soit dans le bonheur, soit dans la souffrance, soit dans l'acceptation de l'instant présent, soit dans le rejet de l'instant présent. Et le point de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas des gens qui sont heureux et des gens qui sont malheureux. On a tous une distribution de nos moments entre la résistance et l'acceptation, entre la souffrance et le bonheur. Et le point de ces antisèches que je vais partager avec vous, c'est juste de nous permettre d'augmenter la proportion de ces moments de bonheur qu'on va avoir dans nos vies, de ces moments où on dit oui à l'instant présent, et de réduire le nombre de moments où on est en résistance, le nombre de moments où on est en souffrance. Parce que quelle que soit votre situation, que vous soyez à 30-70, à 40-50 ou à 65-35, on a tous la possibilité d'augmenter le nombre de moments de bonheur qu'on a dans nos vies et de réduire le nombre de moments de stress, de colère, d'agitation, de culpabilité, etc. Moi d'ailleurs, j'aime bien voir la vie, c'est peut-être à cause de ma génération, mais voir la vie comme un jeu vidéo. Me dire que chaque nouveau moment de 3 secondes, c'est une nouvelle partie. À chaque nouveau moment, j'ai encore une fois l'opportunité d'être dans l'acceptation ou dans le rejet de l'instant présent, dans le bonheur ou dans la souffrance. Je pense que quand on réfléchit un peu à ça et qu'on se dit, attends, toutes les 3 secondes, tu peux changer d'état émotionnel. On ne change pas d'état émotionnel toutes les 3 secondes. Quand vous vous mettez en colère, quand je me mets en colère, quand je suis en stress, ça ne dure pas 3, 6 ou 9 secondes. En général, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais regardez des enfants qui jouent dans une cour de récréation ou autour d'un bac à sable. Est-ce que vous avez remarqué comment ils sont capables de passer du rire aux larmes, de la joie à la déprime, de la colère à l'extase en quelques minutes seulement? On dirait qu'ils sont capables de passer par toute la palette des émotions humaines en seulement quelques instants. Et parce qu'en fait, on a cette possibilité. C'est possible et on va le voir en apprenant à mieux maîtriser son attention. C'est juste quelque chose qu'on a oublié et qu'aujourd'hui on ne sait plus faire. À cause justement de cette tyrannie du mental dont on va pouvoir parler en plus de détails. En fonction du temps qu'on va avoir aujourd'hui, on va parler je pense, de 2 ou 3 aspects de la tyrannie du mental, sans doute de 2 aspects pour qu'on puisse ensuite discuter et faire des questions-réponses qui soient un peu plus longs. Le premier aspect dont je veux parler avec vous, de cette tyrannie du mental, c'est la compulsivité du mental. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord parler d'un aspect de la tyrannie et ensuite de l'antidote, le moyen d'en sortir. Donc d'abord, en quoi est-ce que le chien est fou? Et ensuite, en quoi est-ce que je vais pouvoir transformer ce chien fou en chien d'aveugle, chien de garde? Alors c'est quoi la compulsivité du mental? La compulsivité du mental, c'est le fait que notre mental crée, en fonction des estimations, en moyenne, entre 30 et 60 000 pensées par jour.
Le mental ne s'arrête jamais de produire du contenu. Toute la journée, il est en train de nous parler, la voix dans la tête, elle est en train de nous parler. Ah, il est cool celui-là, il est con celui-là, là, j'ai pas envie d'y aller, ah, il faut pas que j'oublie, ah, j'ai ma liste, j'ai mon truc, il faut pas que j'oublie d'appeler cette personne, il faut pas que... Je vois quelques personnes qui sourient et qui se reconnaissent là-dedans, parce qu'effectivement, on a tous cette machine folle. Et le problème, et moi c'est quelque chose dont je souffrais énormément, c'est qu'il n'y a pas de bouton off. On peut pas, il n'y a rien pour arrêter le mental. Vous n'avez pas cette expérience, vous êtes face à, ou en tout cas moi je l'ai, face à un coucher de soleil, et c'est un coucher de soleil magnifique, et je le regarde et je me dis qu'il est beau, et je me dis qu'il me rappelle le coucher de soleil que j'avais vu il y a 2 semaines, et je me dis que ça serait bien que je fasse une photo de ce coucher de soleil, et tiens, il faut pas que j'oublie de faire la réservation pour le restaurant tout à l'heure, et ah, il y a cet email auquel il fallait que... Et donc, le mental nous parle constamment du passé et du futur. Il y a quelqu'un qui dit non? Non, vous non? On a une exception, alors on a un Bouddha. Mais pour la plupart d'entre nous, je pense, parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire oui de la tête, on a cette sensation du mental compulsif qui s'arrête jamais, et donc qui nous fait passer à côté de la chose la plus importante, mais en même temps la plus difficile à saisir, dont on parle tellement, mais qu'on comprend si mal, c'est l'instant présent. Le mental est capable seulement de parler du passé et du futur. Il est capable seulement de se souvenir et d'imaginer. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est impossible de multitâcher. L'attention humaine est telle que je peux seulement véritablement faire une seule chose à la fois. Donc soit je pense et... Non, toi, tu arrives à faire plusieurs choses en même temps. Alors, les personnes qui pensent qu'elles peuvent faire plusieurs choses en même temps, en fait, c'est un phénomène qui s'appelle en anglais le rapid task shifting. Ça veut dire tu es en train de faire quelque chose et très vite tu fais autre chose et tu reviens très vite à quelque chose, mais tu es jamais véritablement complètement en train d'être pleinement concentré sur 2 choses en même temps parce que l'attention humaine ne le permet pas. En revanche, le fait de passer très rapidement d'une tâche à l'autre nous donne l'impression qu'on est en train de faire plusieurs choses en même temps. Mais en fait, on n'est pas en train de faire plusieurs choses en même temps, et en plus, on est en train de moins bien faire ces choses. Et donc, le mental, quand il accapare notre attention, il est capable que de nous parler du passé et du futur, parce que l'instant présent, il ne peut que se vivre. Si on reprend l'exemple du coucher de soleil, et que vous êtes face à ce coucher de soleil, et que vous dites « Oh mon Dieu, ce coucher de soleil que je suis en train de regarder ici et maintenant, comme il est beau », vous n'êtes pas en train de parler de l'instant présent. Vous êtes en train de parler du passé très très proche, parce qu'on n'est pas capable d'être en même temps en train de percevoir et d'interpréter. Et c'est bien là qu'est tout le problème. Parce que l'instant présent se passe dans l'espace qui existe entre la perception et l'interprétation. Entre cette partie de ma personne qui est ma conscience, mon attention, la vraie personne que je suis, ce moi animal qui est capable de vivre l'instant présent, et cette partie qui est spécifiquement humaine, qui vit seulement au travers du langage, seulement au travers du passé et du futur, et qui vient systématiquement mettre des étiquettes sur tout. C'est beau, c'est moche, c'est bien, c'est pas bien, il est con, il est intelligent, etc. Et toutes ces choses, en fait, qui nous empêchent de vivre cette magie qu'est l'instant présent et qui n'existent qu'au-delà des mots. On parle tellement de l'instant présent comme si on pouvait se réveiller un matin et décider, allez, aujourd'hui, je vais vivre ici et maintenant. Mais à cause de la compulsivité du mental, c'est pas possible. Et pourquoi est-ce que c'est tant un problème ? Pensez aux meilleurs moments de vos vies, les meilleures expériences que vous avez vécues, les plus belles musiques que vous avez entendues, les plus belles choses que vous avez vues,
peut-être les meilleures expériences sexuelles, les meilleures expériences gustatives. Toutes ces expériences, c'est des expériences qui se passaient à l'instant présent. C'est des expériences qui se passaient au-delà des mots. Vous êtes certes capable aujourd'hui d'en parler et même d'éprouver de la gratitude, et on parlera un peu plus de la gratitude plus tard, mais le bonheur que vous éprouvez de raconter l'histoire de ce que vous avez vécu est extrêmement pâle en comparaison à ce bonheur que vous aviez à ce moment-là, le bonheur que vous aviez à l'instant. Si vous voyez un concert génial et que vous vibrez de toutes les fibres de votre corps avec cette musique, vous êtes dans une expérience qui est au-delà des mots. Vous pouvez le raconter après et mettre des étiquettes avec votre mental et dire c'était génial, c'était super, c'était bien, j'ai trop kiffé. Mais ça ne fait pas vraiment le poids. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas cet accès à l'instant présent à cause de la tyrannie du mental, à cause de cette compulsivité, de cette histoire en fait qu'on se raconte sur nos vies. Le mental, il est obsédé par l'histoire de nos vies. Comment est-ce que je me raconte mon histoire de ma vie ? Quels sont mes accomplissements ? Quelles sont mes relations, mes connaissances, mes possessions, mes goûts, mes opinions ? Ça, c'est ce qui vraiment préoccupe énormément le mental, cette partie de nous qu'on peut appeler le moi-histoire. Cette histoire de notre vie qui est constamment en train d'être mise à jour dans notre tête. Et le problème, c'est qu'on a tendance à vivre et être tyrannisé par cette histoire de notre vie. À faire en sorte de ne plus vivre que pour cette histoire de notre vie. Je reprends l'exemple du concert. J'étais à un concert récemment et devant moi, il y avait quelqu'un qui a passé l'intégralité du concert comme ça. Il était comme ça. C'est-à-dire, il n'a pas vu le concert. Il a vu le concert dans son téléphone. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça parce qu'on est tyrannisé par l'histoire de notre vie qui nous dit surtout ne rate pas l'expérience. Surtout, il faut que tu arrives à te souvenir plus tard de cette expérience. Donc on est déjà en train d'anticiper le futur. Mais en anticipant le futur, on est en train de passer complètement à côté de l'expérience qui se passe à l'instant présent. De la même façon que quand je parle de ce coucher de soleil, je suis déjà plus en train de le regarder. S'il y a des gens ici qui postent des photos sur les réseaux sociaux, à qui ça arrive de poster sur Instagram ou sur Facebook, une question que j'aimerais vous poser, c'est si vous voyez un beau coucher de soleil, combien de temps il vous faut pour savoir que ça va faire une super photo sur Instagram, sur les réseaux ? Combien de temps il vous faut ? Comment ? Instantané, non ? Il faut même pas une seconde. Il faut un dixième de seconde. Ça veut dire, j'arrive, je vois le truc et même pas un dixième de seconde, je sais que ça va faire une super photo. Et donc, je sors mon téléphone et je fais la photo et puis je pense à ce que je vais mettre et à la légende que je vais écrire et tout. Et en fait, je l'ai jamais vraiment vu, ce coucher de soleil. J'y étais, mais je l'ai pas vu. Parce que pour véritablement apprécier les couleurs de ce coucher de soleil, les textures, voir toute la palette qu'il y a face à nous, il faut bien plus qu'un dixième de seconde. Un dixième de seconde, c'est assez pour l'ajouter à l'histoire de notre vie et à dire beau coucher de soleil. Mais pour vraiment apprécier l'expérience, pour véritablement être dedans, il faut allonger justement ce temps de perception et suspendre ce moment où je vais venir interpréter. On en voit tout le temps dans des exemples comme ça de moments où c'est cette partie de nous qu'on peut appeler, si vous voulez, on peut imaginer qu'on a deux mois en fait. Il y a un mois qu'on peut appeler le mois histoire et l'autre mois qu'on peut appeler le mois présent. Le mois présent, c'est cette partie de nous qu'on partage avec tous les autres animaux, qui vit sa vie à l'instant présent au travers des 5 sens. Le mois histoire,
c'est cette partie de nous qui est spécifiquement humaine, qui vit exclusivement au travers du langage, et donc seulement du passé et du futur. Le problème, c'est que le vrai bonheur se trouve dans l'accès au moi présent, mais que le moi histoire est en coup d'état permanent, en train de tout le temps accaparer notre attention, et vu comme on l'a vu qu'on peut faire attention à seulement une chose à la fois, à chaque fois que je fais attention à mon moi histoire, à chaque fois que je fais attention à l'histoire de ma vie, je ne suis pas dans l'instant. Une autre chose que j'avais vue, c'était pareil que le concert, j'étais à l'Acropole à Athènes, et pareil, quelqu'un qui est en train de visiter l'Acropole comme ça. Il regarde, ça veut dire il a vu un film de son Acropole dans un espace tout petit comme ça, mais il a absolument pas vu la chose. C'est dans Kung Fu Panda, je sais pas si vous l'avez vu. C'est vraiment un film extraordinaire, et si vous l'avez pas vu, je vous le recommande véritablement. Et sérieusement. Et il y a la tortue, à un moment, qui représente le maître, qui dit on rencontre souvent son destin sur le chemin qu'on prend pour l'éviter. Et là, c'est quoi mon destin? Est-ce que je suis en train d'éviter? Mon destin, c'est de passer à côté de l'expérience. Et donc, je suis tellement préoccupé par ne pas passer à côté de l'expérience que je l'enregistre et que je passe à côté de l'expérience. Et c'est quelque chose, je crois, qui nous arrive très souvent. Donc voilà pour ce qu'est la compulsivité du mental, cette machine qui n'arrête jamais de tourner à l'intérieur de nous, qui crée des dizaines de milliers de pensées, qui est obsédée par l'histoire qu'on va pouvoir se raconter à nous-mêmes et raconter aux autres. Mais le problème, il est encore plus profond que ça. Parce que le problème, c'est que nous sommes identifiés à notre mental. Et ça, c'est peut-être le concept le plus important à comprendre, mais qui aussi est peut-être un des plus difficiles à comprendre. Ça veut dire, nous croyons que nous sommes notre mental. Nous croyons que nous sommes notre moi-histoire. Nous croyons que nous sommes l'histoire de notre vie. D'ailleurs, je veux dire, quand on va à un dîner ou un cocktail, ou qu'on demande de se présenter, on vous demande qui êtes-vous, vous répondez avec votre moi-histoire. On me demande qui je suis, je vais dire je suis Jonathan, je suis blogueur, je suis auteur, j'adore les Red Hot Chili Peppers. Je ne vais pas dire je suis un homo sapiens de 183 cm qui adore la citronnade. On vit dans une société qui est complètement focalisée autour de ce moi-histoire. Et le point que je veux faire avec vous, c'est que cette histoire de nos vies, c'est quelque chose de très important, et c'est un superbe outil, et c'est ce qui peut nous permettre de créer des choses incroyables, c'est ce qui peut nous permettre de connecter les uns avec les autres. C'est les moi-histoires de différentes personnes qui ont appris à envoyer des êtres dans l'espace, à créer le clonage, à créer des machines qui pensent, mais c'est aussi le pire de nos ennemis. Et c'est ça qui peut véritablement nous créer le plus de stress, d'angoisse, de culpabilité et de colère, parce qu'on commet l'erreur de croire que nous sommes cette histoire, alors que cette histoire, elle n'est en fait qu'un outil. La personne qu'on est vraiment, c'est notre moi présent. La personne qu'on est vraiment, c'est l'animal qui est en nous, qui a cette faculté d'attention, qui est capable d'observer le mental, qui est capable de se servir du mental, mais qui n'est pas le mental. Sur les dizaines de milliers de pensées qu'on a chaque jour, il y en a combien qui nous sont véritablement utiles? Franchement. Enfin, je veux dire, il y en a assez peu, non? Je travaille avec la société Decathlon. Je fais des trainings bonheur avec eux. Et une question que je leur pose, et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent les magasins Decathlon. Vous rentrez dans un magasin Decathlon. Il y a combien d'articles qui sont bons pour vous? Si vous filtrez en fonction des sports que vous pratiquez, de savoir si vous êtes un garçon ou une fille, des couleurs que vous aimez, de votre budget, on va passer de dizaines de milliers d'articles potentiels à seulement quelques articles. Donc le magasin Decathlon vous suggère différentes possibilités, et vous venez et vous choisissez vraiment ce qui est bon.
Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est pareil en fait avec le mental. Et quand on commence à travailler sur le mental et à transformer le tyran en outil, on apprend que les dizaines de milliers de pensées qu'on a chaque jour ne sont que des suggestions et qu'on est libre d'accepter ou de refuser ces suggestions. Mais pour faire ça, on doit faire un travail qui est le travail de désidentification du mental. Ça veut dire revenir à la place de notre conscience, de notre moi présent et de sa faculté d'attention. Apprendre à voir le mental comme un objet qui parfois crée des choses formidables, mais qui parfois crée des choses pas formidables du tout, du tout. J'aimerais bien, si vous voulez, qu'on fasse un petit exercice, une première petite méditation, pour parler un petit peu plus de ce phénomène de l'identification au mental, et qu'on puisse le ressentir déjà dans notre moi présent, plutôt que ça reste que au niveau mental et du moi histoire. On fera tout à l'heure, si vous le voulez bien, une plus longue méditation, mais là j'aimerais qu'on fasse une courte méditation. Ça va être un exercice de respiration qui va durer entre 3 et 4 minutes. C'est complètement laïque. C'est juste un exercice de... Non, mais je le dis parce que parfois, il y a des gens qui ont peur. C'est quoi ce gourou qui veut venir m'engrenager je ne veux pas être dans une secte. Non, non, non. J'avais vu, ouais. Donc, si vous voulez bien qu'on fasse une mini-méditation pour essayer de comprendre un peu plus ce que c'est que ce phénomène de l'identification au mental. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous asseoir de façon symétrique, c'est-à-dire avec les jambes décroisées. De vous asseoir de façon droite, mais sans que ce soit inconfortable. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou d'une façon en fait où vous allez pouvoir être complètement immobile pendant 3-4 minutes. Vous n'êtes évidemment pas du tout obligé de faire la méditation, mais s'il vous plaît, pour permettre à ceux qui la feront, je vous demande pendant ce temps-là de vraiment garder le silence total. Et donc, si vous le voulez bien, je vais mettre un petit chrono. Je vais vous demander de fermer les yeux afin de rentrer à l'intérieur de vous. Et de fermer la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Et devenez complètement immobile. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui entre et sort de vos narines. Et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Pendant 30 secondes, je vais vous demander d'essayer de porter toute votre attention sur la température de l'air qui entre et qui sort de vos narines et de remarquer comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Et si pendant ces 30 secondes vous êtes perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave.
Et à ce moment, vous ramenez simplement votre attention à cette température de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort. Et avant de terminer cette mini-méditation, je vais vous demander pendant les 30 prochaines secondes de faire la même chose, mais cette fois de porter toute votre attention sur les bruits ambiants. Et si jamais vous êtes perturbé par des pensées pendant ces 30 secondes, de la même manière, c'est normal et c'est pas grave, ramenez votre attention au bruit ambiant. Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de cette mini-méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui vous entoure, tel que le poids de vos vêtements sur vos corps, et bien sûr toutes les couleurs autour de nous. Si c'est la première fois que parmi vous, qu'il y en a qui méditent, bravo, vous avez médité pendant 3 minutes 30. Cet exercice, il peut paraître pas grand-chose, mais moi, parmi tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, et je suis diplômé de 4 universités, j'ai lu beaucoup de livres, et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, mais la chose la plus importante que j'ai apprise dans ma vie, c'est la compréhension de ce qui se passe dans cet exercice. Parce que si on comprend ce qui s'est passé dans cet exercice, on a en fait la clé de voûte de toute la tyrannie du mental. Et on a en fait la clé pour transformer la frustration en gratitude et transformer l'angoisse en créativité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice ? Je vous ai demandé, pendant 30 secondes, de porter votre attention sur l'instant présent. On a choisi 2 encres différentes. On a choisi d'abord la température de l'air, une encre qui est toujours avec nous, la respiration, et ensuite les bruits ambiants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez réussi à, pendant 30 secondes, 30 petites secondes, porter votre pleine attention sur l'instant présent ? Ce fameux instant présent dont on parle tout le temps. Pardon ? Ouais. Normalement, j'ai quelqu'un qui dit oui et qui est très, alors qui fait sans doute partie de l'exception, mais parce que normalement, aucun d'entre nous n'est capable de maintenir son attention sur l'instant présent pendant 30 secondes. C'est incroyable si vous y pensez bien quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Première étape, je vous dis, s'il vous plaît, concentrez-vous sur la température de l'air froid, l'air chaud ou alors les bruits ambiants. Et vous arrivez très bien, vous sentez, il y en a même, c'est la première fois qu'ils remarquent, tiens, c'est vrai, l'air est plus froid quand il rentre que quand il ressort. C'est vrai, hein, il y a des personnes qui ont jamais... c'est une révélation, moi ça l'a été, c'est quelque chose que je sais seulement depuis quelques années. Donc première étape, et je sens l'air froid, l'air chaud, ou alors j'entends les bruits ambiants. Deuxième étape. Il y a quelqu'un qui commence à parler, non ?
c'est quoi cet exercice? Je me demande combien de temps ça va durer. Ça doit bien faire 30 secondes. J'ai un peu faim quand même. Qu'est-ce qu'on va manger? J'espère que ça va être bien le pot cette fois. Ouais, je vois que vous avez truc. Donc, le mental, il veut pas s'arrêter. Le mot histoire, il dit, attends, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas en train d'ajouter à l'histoire de la vie? Réveille-toi. Non. On a des trucs à faire là. Vamos. Mais et ce qui se passe après, normalement, dans la troisième étape, c'est que vous dites, ouh là là là, non, excuse-moi, mais là je suis en train de méditer. Donc tu es bien gentil, mais j'ai pas besoin que tu me parles, et je ramène mon attention à l'ici et maintenant. Je ramène mon attention à l'instant présent, et hop, par magie, je ressens l'air froid, l'air chaud, et je re-entends les bruits ambiants. Et sur une petite période de 30 petites secondes, vous avez sans doute pu remarquer que ce va-et-vient, il peut être assez fréquent. Parce que le mental, il est tenace. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Imaginez, ça, c'est votre mental. C'est votre moi-histoire. C'est l'histoire de ma vie qui n'arrête pas de parler du passé et du futur. C'est ce disque dur à l'intérieur de moi. Et ça, c'est mon moi présent, la personne que je suis vraiment. C'est ma faculté de conscience et d'attention. Première étape, je fais attention à l'instant présent. Donc le mental n'est pas là. Deuxième étape, je me mets à penser, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense sans même me rendre compte au début que je suis en train de penser. Ça veut dire que je suis tellement accro à ma pensée, tellement accro à mon moi-histoire, je suis tellement convaincu d'être cette chose en moi qui pense que je ne me rends même pas compte que je pense. Mais il y a un moment magique où en fait on se rend compte qu'on est en train de penser. Et on dit, attends, mais là tu es en train de penser, c'est pas l'exercice. Et où on décolle son attention du mental et on arrive à voir le mental en train de parler et où on dit au mental, t'es bien gentil mental, mais là j'ai pas besoin de toi, là j'ai 30 secondes de méditation à faire, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et en fait la clé elle est là, parce que si je suis là, qui est là où je me trouve la plupart du temps dans ma vie, si je suis identifié à ce mental qui crée des dizaines de milliers de pensées par jour, des pensées qui sont toxiques parfois, des pensées qui sont inutiles, je vais aller dans toutes sortes d'impasses. Ça nous est tous arrivé, je crois, de rentrer dans un conflit avec quelqu'un et de dire « mais pourquoi j'ai fait ça ?» Ça nous est tous arrivé, je crois, de dire quelque chose à quelqu'un et de dire « mais pourquoi j'ai dit ça ?» Pourquoi j'ai dit ça? Parce que mon mental a dit ça. Parce que je suis mon mental et que je suis identifié à mon mental. Et ce qui me passe par la tête, c'est ce qui va sortir. Mon mental, il va me dire « t'es nul, ta vie, elle est nulle. Tu ferais bien de te suicider, peut-être, ou aller prendre des drogues. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je l'écoutais, je disais, ouais, peut-être raison, peut-être qu'il faudrait que je me suicide, peut-être qu'il faudrait que j'aille prendre des drogues, et j'ai été le faire. Et ça veut dire qu'on n'est pas capable de voir ces suggestions comme des suggestions. Ces suggestions deviennent qui nous sommes. Si j'ai une pensée de tristesse, je suis triste. Si j'ai une pensée de colère, alors je suis en colère. Si j'ai une pensée de stress, je suis stressé. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça, en fait. On peut apprendre à faire ça. Ce que vous avez fait là, on peut apprendre à le faire de mieux en mieux. On peut apprendre à muscler la chose la plus importante pour vivre une vie heureuse, et c'est notre faculté d'attention. Si je suis capable de décoller mon attention de mon mental et de la mettre sur l'instant présent, si je suis capable de muscler mon attention pour observer mon mental, alors je vais être capable de beaucoup mieux m'en servir. Si j'ai une pensée de tristesse, je ne vais plus être triste. Je vais avoir une pensée de tristesse ou je vais avoir de la tristesse en moi. Ça peut vous paraître une différence triviale et sémantique, mais pourtant c'est une différence qui est essentielle. Parce que si je vois que j'ai de la tristesse en moi, mais que je ne m'y identifie pas, que je ne suis pas triste, je laisse en fait la tristesse me traverser beaucoup plus rapidement.
je vais laisser, que ce soit de la tristesse ou du stress ou de la colère, me traverser beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un autre des grands apports de Bouddha à la science du bonheur, qui nous dit, derrière toute émotion, il y a une sensation physique. Et la loi de l'impermanence, c'est que cette sensation physique, elle arrive, mais elle repart. Si vous avez de la colère ou de la tristesse, vous allez sentir une sensation physique que vous allez reconnaître comme étant de la colère ou de la tristesse. La colère, ça peut être une sorte de tension. Moi, la tristesse, ça se manifeste au niveau du plexus solaire, comme une sorte de baisse de tension. Ça, c'est juste la sensation physique, c'est la tristesse qui est en moi, c'est la colère qui est en moi. Mais qu'est-ce qui fait le mental après, quand il est identifié à ça ? Il raconte toute une histoire. Oh là là, je suis triste. Qu'est-ce que je suis triste ? Et il va expliquer pourquoi et tout. Sauf que la sensation physique, elle est partie. Elle n'est plus là. La sensation physique, elle aura duré quelques secondes. Mais tout le relais mental, maintenant, il est là. Et je suis identifié à ce relais mental et je ne suis pas capable de me désidentifier de cette histoire. Et donc, je souffre de cette histoire. L'histoire me dit « tu es triste », alors je suis triste. C'est ça, en fait, la pratique de la méditation. La pratique de la méditation, c'est tout simplement comment est-ce que je vais muscler mon attention pour faire en sorte non seulement d'avoir un meilleur accès à l'endroit où se passe toute la magie de la vie, à savoir l'instant présent, mais encore comment est-ce que je vais réussir à décoller mon attention du mental pour être capable de l'observer et de statuer sur les pensées qui vont m'être utiles et celles qui vont être inutiles. Les pensées qui vont pouvoir me faire du bien et faire du bien autour de moi, et les pensées qui peuvent être nocives et toxiques pour mon entourage. Et plus on fait ce travail et qu'on muscle notre attention, plus on va avoir cet accès à l'instant présent, cet accès où toutes les meilleures choses de la vie se passent. Plus on va réussir à agrandir cet espace qu'il y a entre la perception et l'interprétation. Avant de rentrer un peu dans les bienfaits scientifiques de la méditation et en parler un peu plus concrètement pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez envie d'essayer d'appliquer ça dans vos vies. Un petit exemple justement sur comment est-ce qu'on peut se désidentifier du mental et comment est-ce qu'on peut commencer à faire un peu la peau à cette histoire de notre vie qui règne sur notre quotidien. Un exemple qui moi, me parle pas mal, c'est celui du musée. Mes parents m'ont beaucoup emmené au musée quand j'étais jeune, et donc j'ai fait beaucoup d'expos, beaucoup de musées dans ma vie, et puis donc j'ai pu acquérir une forme de culture artistique qui me permettait de dire toutes sortes de choses très intéressantes, des pensées érudites sur les toiles que je pouvais voir. Et donc j'allais voir une expo, et je passais, donc j'essayais de voir toutes les toiles, et c'était j'aime pas. Ça j'aime pas. Et capable de dire des choses intelligentes sur les toiles que je voyais. Ce qui était d'ailleurs souvent un cauchemar pour les personnes qui allaient au musée avec moi. Je pense que c'était assez insupportable. Et ayant pris conscience de ça, et ayant pris conscience qu'en fait j'allais au musée mais je voyais rien du tout, je voyais brièvement des toiles, assez pour mettre des étiquettes, assez pour les rajouter à l'histoire de ma vie, mais pas du tout pour être dans la perception, pas du tout pour ressentir véritablement ce qu'il y avait face à moi. J'ai dit, ok, je vais complètement changer ma manière d'aller au musée. Ça sert à rien d'essayer de cocher les cases. Ça, c'est pour ton mental, ça, c'est l'identification mentale, ça, c'est pour l'histoire que tu es en train de te raconter sur ta vie. L'idée, c'est dans quelle mesure tu vas réussir à connecter avec l'intention de l'artiste. Dans quelle mesure est-ce que tu vas réussir à véritablement ressentir, au-delà des mots, cette toile que tu vas voir. Donc aujourd'hui, pour justement rétablir l'équilibre, si je vais voir une expo, au lieu de voir, je sais pas moi, 70 toiles, 10 secondes, je vais choisir à l'instinct 5 ou 6 toiles. Juste en faisant un tour comme ça dans la pièce. Et face à ces 5 ou 6 toiles, je vais me mettre 2, 3, 4 minutes. Et
mon mental, il va dire, ah vas-y, on va voir une autre toile, ça y est, ça suffit. Et l'idée, justement, cet exercice, c'est comment est-ce que je vais ramener mon attention à chaque fois à ce qui est en train de se passer en face de moi. Comment est-ce que je vais véritablement pouvoir rentrer dans ce qui est face à moi, voir les couleurs, voir les textures, essayer de ressentir la vibration de l'œuvre qui est face à moi, essayer de me mettre à la place de la personne qui l'a créée, essayer de la ressentir, essayer de vraiment la percevoir, plutôt que de faire ce que je fais tout le temps si je ne travaille pas sur mon mental, à savoir interpréter, qualifier, mettre des étiquettes et rajouter des mots dans ma tête. Donc, je vous disais, la pratique de la méditation, c'est avant ça, c'est justement muscler cette faculté d'attention. Parce que quand je médite, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'essayer de porter mon attention sur l'instant présent. Et comme vous l'avez vu, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de porter mon attention sur l'instant présent ? Elle se fait irrémédiablement capter par le mental. Mais à chaque fois que je ramène mon attention à l'instant présent, je muscle mon attention. Je muscle mon attention comme si je soulevais des haltères à la salle de sport. Et c'est en musclant mon attention de cette manière-là que je vais être capable de mieux accéder à l'instant présent, de mieux filtrer les pensées pour savoir lesquelles vont être bonnes pour moi, lesquelles vont être moins bonnes. Scientifiquement, on sait que la pratique de la méditation, elle a 3 très grands bienfaits. Qu'elle rend plus heureux, qu'elle rend plus intelligent et qu'elle rallonge la vie. Elle rend plus heureux dans la mesure où on sait que la méditation, elle relâche dans le cerveau tous les instruments neurochimiques du bonheur que sont la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Elle permet de mieux gérer ses pensées et ses émotions gênantes, justement en mettant une distance, cette distance de désidentification qui nous permet de statuer sur les pensées et les émotions. On sait aujourd'hui, des études scientifiques, que la méditation est plus efficace que les médicaments antidépresseurs pour éviter les rechutes de dépression. La méditation, elle rend plus intelligent dans la mesure où on sait aujourd'hui qu'elle renforce la mémoire, la concentration, la créativité et la confiance en soi. Et la méditation, elle rallonge la vie en ce qu'on sait qu'elle permet de prévenir l'arrivée de maladies cardiovasculaires. Elle nous permet de lutter contre le stress et donc les montées de cortisol qui sont à l'origine de beaucoup de maladies. Et une des grandes découvertes scientifiques de ces dernières années, c'est que la méditation, elle protège les télomères, qui sont les petits capuchons qui sont au bout de nos chromosomes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la méditation, elle agit un peu comme une sorte d'hormone de jouvence, je ne sais pas si on dirait hormone, mais de sérum de jeunesse, et elle ralentit le vieillissement de nos cellules. D'ailleurs, si vous regardez des personnes qui méditent régulièrement, vous verrez qu'ils ont souvent, on dirait souvent qu'ils sont plus jeunes qu'ils sont vraiment. Moi, par exemple, j'ai 64 ans. Je les fais pas, non. C'est pour vous dire que ça fonctionne plutôt bien. Une image que je trouve vraiment puissante pour parler de ça et parler de la méditation, c'est cette idée que au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement. Au début du XXe siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement. Et au début du XXIe siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais pourtant, ce qu'on sait aujourd'hui de sources sûres, vu la véritable explosion des études sur les bienfaits de la méditation, pas ces 30 ou ces 20 dernières années, mais ces 15 et ces 10 dernières années, c'est que les générations futures, elles regarderont notre génération de non-méditants de la même manière que nous, on regarde les gens dans les générations d'avant qui ne se brossaient pas les dents et qui ne faisaient pas de sport. On sait aujourd'hui que la méditation, c'est une hygiène essentielle de notre organe le plus important, à savoir le cerveau.
Vous pouvez vivre sans faire de sport et sans vous brosser les dents. Mais vous n'allez pas vivre la même vie. Et c'est pareil avec la méditation, vous pouvez tout à fait vivre sans méditer. Mais vous n'allez pas pouvoir déverrouiller le potentiel incroyable de bonheur, de créativité, de joie et de nouvelles connexions qu'a cette machine incroyable qu'est notre cerveau. Alors concrètement, parce que moi, toute cette présentation, elle vient pour qu'il y ait quelque chose de très concret. J'espère que vous trouvez intéressant ce que je partage avec vous, mais en fait, je m'en fous complètement d'être intéressant. Mon but, c'est de réussir à avoir un impact. Mon but, c'est que vous repartiez d'ici, pas seulement avec un truc nouveau à votre moi histoire qui dit « Ah, c'était intéressant ce qu'il a dit et tout », mais que vous puissiez avoir un meilleur accès à votre moi présent. Parce que moi, depuis que j'ai un meilleur accès à mon moi présent, ma vie, elle s'est complètement transformée. Et c'est pour ça que j'ai à cœur et j'ai envie de partager ça. Parce que je vois les personnes qui mettent ces choses en application et qui viennent me voir et qui me disent « Mais j'arrive pas à reconnaître ma vie ». Et donc mon but, moi, c'est qu'il y ait un maximum d'entre vous qui partent d'ici aujourd'hui et qui disent « Ok, je vais essayer son truc, on va voir si ça fonctionne. » Parce que là, c'est mon moi histoire qui parle à vos moi histoire de comment donner de la place à votre moi présent. C'est comme imaginer votre plat préféré ou une expérience sexuelle ou le meilleur concert auquel vous puissiez aller et que mon moi histoire essaye de vous en parler. Vous n'avez jamais eu ces expériences et j'essaye de vous expliquer comme c'est bien et tout. Mais c'est rien par rapport à ce que vous allez véritablement vivre quand vous alliez y être à cette expérience. Je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Si vous n'avez jamais vu un concert et que j'essaye de vous l'expliquer, ça va être rien par rapport à ce que vous allez ressentir. Pareil pour la nourriture, ce qu'on voit, pour le sexe, pour toutes les expériences d'essence. Et c'est la même chose avec la méditation. Il faut le pratiquer un petit peu régulièrement pour commencer véritablement à en ressentir les nombreux bienfaits. Les moines bouddhistes, ils disent... si tu as le temps, médite 20 minutes par jour. Et si tu n'as pas le temps, médite 40 minutes. Le point étant que si on n'a pas le temps, c'est parce qu'on se sert mal de notre moi histoire, on se sert mal de notre mental, il nous emmène dans plein d'endroits, il croit qu'on est capable de multitâcher alors qu'on n'est pas capable de multitâcher, et il fractionne notre attention de telle manière qu'on est inefficace et qu'on est beaucoup moins heureux qu'on va être capable de l'être. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est bien, si jamais vous êtes hyper motivé et que vous dites « Ok, allez, j'ai le temps, je vais méditer 20 minutes, c'est cool », mais il vous suffit de prendre 10 petites minutes par jour pour complètement, et je pèse mes mots, transformer votre vie. 10 petites minutes par jour. Et ce n'est pas en une fois que vous allez le ressentir. Si je vous dis allez faire du surf, vous allez voir, c'est génial. Et vous le faites pour la première fois, vous allez prendre votre planche, vous allez aller dans les vagues, vous allez vous prendre la planche sur la tête, vous allez boire la tasse et vous allez dire c'est quoi ce truc, c'est nul le surf, je bois la tasse et je me prends la planche sur la tête, ça m'amuse pas du tout, moi j'ai pas envie de faire ça. Au début, la méditation, ça peut être un peu comme ça. Parce que le mental, il n'a pas l'habitude. Le moi histoire, il n'a pas l'habitude qu'on essaye de le mettre de côté. Il dit mais attends, mais tu gaspilles ton temps, ça sert à quoi ton truc? Mais tu n'y arrives pas en plus, t'arrêtes pas de penser, regarde comme tu penses. Et après, vous allez arriver à un moment où vous arrêtez de penser et vous allez dire « Ah, génial, j'arrête de penser, je pense plus. » Ah ben non, je suis en train de penser au fait que je suis plus en train de penser. Et vous allez voir des cercles concentriques de ruses dont est capable le mental, dont est capable le moi histoire. Donc au début, comme pour le surf, comme pour une nouvelle activité sportive, comme pour toutes les choses en fait dans la vie qui valent un peu le coup, il faut s'accrocher un petit peu. Si vous faites 10 minutes par jour, pendant 10 jours, vous allez déjà ressentir des bienfaits. Déjà, vous allez ressentir des bienfaits. 100 minutes, c'est ce que je vous propose, mais c'est ce que quelque part je vous implore d'essayer. 100 minutes, c'est la durée d'un mauvais film.
Combien de mauvais films vous avez vus ces dernières années? Est-ce que vous n'êtes pas capable d'en voir un de moins et de vous faire ce cadeau magnifique d'essayer juste 10 minutes par jour pendant 10 jours? Si au bout de 10 jours, vous ressentez rien du tout, vous arrêtez. Arrêtez, pas la peine. Mais je sais que 100% des gens qui le font ressentent les bienfaits. 10 jours, c'est ce qu'il faut pour ressentir les bienfaits. Après, pour en faire une habitude, il faut un peu plus de temps. La science des habitudes nous dit qu'il faut entre 3 et 6 semaines. Ça veut dire entre 3 et 6 semaines de pratique régulière, 3 et 6 semaines d'utilisation de notre volonté pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de se servir de notre volonté et que ça devienne comme un automatisme. 10 minutes, 10 jours, comment est-ce qu'on fait? On fait très simple. Commencez avec les petites roulettes sur le vélo. Commencez avec le plus simple, c'est de commencer avec de la méditation guidée. Avec des enregistrements qui vous disent, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, si tu as des pensées, c'est pas grave. C'est vraiment la manière la plus simple de s'y mettre. Si vous avez envie, après que vous vous sentez de méditer par vous-même, faites-le. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé avec la méditation guidée et ça m'arrive d'écouter des méditations guidées pour explorer différents thèmes, mais je médite par moi-même. Mais au début, comme avec le vélo, c'est bien d'avoir une aide. Vous trouverez énormément de méditations guidées. Il y a toutes sortes d'applis. J'en ai une, moi, qui s'appelle Seven Mind. Il y a plein d'autres applis. J'ai une chaîne sur YouTube. Il y a de plus en plus de méditations guidées qui sont disponibles et qui peuvent vous permettre de vraiment mettre le pied à l'étrier. Donc voilà pour le premier aspect de la tyrannie du mental dont j'avais envie de parler avec vous, la compulsivité, dont l'identification au mental, et l'antidote qui est cette pratique d'une hygiène de base du cerveau, pratique de la méditation. Maintenant, je voudrais parler d'un deuxième aspect de la tyrannie du mental, qui est la négativité du mental. Notre cerveau est en proie à un phénomène cognitif qui s'appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, ça veut dire que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et qu'elle pèse plus lourd que la pensée positive. Imaginez que je vous fasse 9 compliments et 1 reproche. Après-demain, de quoi vous allez vous souvenir en priorité? De reproche. Tout le monde, ça nous vient instinctivement, on le sait. Évidemment, je vais me souvenir du reproche. Mais c'est un peu ballot quand même, non? Enfin, je veux dire, notre but, c'est d'être heureux. Et je vous donne 9 raisons d'être heureux et 1 de ne pas l'être. Et vous vous concentrez sur le mauvais truc. C'est un bug. C'est véritablement un bug de notre cerveau. On peut appeler ça comme ça. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on a ce bug. Ça fait à peu près 200 000 années que notre espèce existerait, l'Homo sapiens sapiens. Sur ces 200 000 années, on en aurait passé à peu près 185 000 à vivre en bande mobile de chasseurs et de cueilleurs. Et seulement depuis à peu près 15 000 ans, on serait passé à un autre mode de vie, à l'agriculture. Autrement dit, on a passé le plus clair de notre existence sur la planète dans un mode qu'on pourrait appeler la survie. À savoir, je me lève le matin et ma préoccupation principale, c'est comment aujourd'hui je vais manger et comment je vais faire pour ne pas mourir. Il y a à peu près 15 000 ans, on a créé les villes, on s'est prémuni du risque d'attaque la nuit par les prédateurs, et en fait, on a changé le logiciel opératoire de l'être humain. Et d'un logiciel survie, on est passé à un tout nouveau logiciel bonheur. Ce matin, quand vous vous êtes réveillé,
je ne crois pas que la première chose que vous vous soyez dit, ce soit « Oh mon Dieu, j'espère qu'aujourd'hui je vais trouver à manger et je ne vais pas mourir ». Je crois que ce que vous êtes dit aujourd'hui en vous réveillant, c'est de dire « J'espère que je vais passer une bonne journée. J'espère que ça va être bien, j'espère que je vais rire, j'espère qu'il y aura de l'amour, j'espère qu'il y aura du succès, quelle que soit la manière que vous avez eue ce matin de définir comment allait être une bonne journée. » Donc on est passé du logiciel survie au logiciel bonheur assez rapidement. Le problème, c'est que la machine qui traite ces informations, notre cerveau, elle n'a pas eu le temps de changer du jour au lendemain avec le passage à l'agriculture. La machine, elle n'a pas eu le temps de s'adapter à ce nouveau logiciel. Et la machine, notre cerveau, est toujours en mode survie. Et c'est pour ça que notre cerveau, il privilégie l'information négative. Imaginez, on est dans la brousse, on cherche à manger quelque chose de bon, à pas mourir. Si je rate un signal positif tel que la présence d'un fruit sucré qui aujourd'hui serait un compliment, j'ai raté quelque chose, c'est dommage, mais bon, c'est pas gravissime. Mais si je rate la présence d'un signal négatif, tel que la présence d'un prédateur, qui aujourd'hui serait le reproche, je suis mort. Donc il y a une vraie raison qui tient à notre évolution pour laquelle on va privilégier l'information négative. C'est ça qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Mais aujourd'hui qu'on a changé le logiciel, ça nous met des terribles bâtons dans les roues. On reçoit 9 compliments et un reproche et on pense que aux reproches. On passe une journée à vivre des choses géniales, à faire à avoir des super conversations avec des gens qu'on aime, à manger des choses délicieuses, à avoir des divertissements incroyables, à avoir des vêtements qu'on adore, à avoir toutes sortes de choses. Et on arrive à la fin de la journée, on a passé une journée de merde. C'est une journée de merde. On a passé une journée de merde, pas parce qu'on a passé une journée de merde. On a passé une journée de merde à cause du biais de négativité. À cause de cette tendance du cerveau à chercher les problèmes pour pouvoir les régler. Mais le problème, c'est qu'une machine à régler des problèmes comme notre cerveau, elle peut très rapidement se transformer, et on en a tous fait, je crois, l'expérience, en une machine à créer du malheur. Je ne connais pas vos circonstances de vie individuelles à chacun, mais il y a une chose que je sais pour sûr, c'est que chaque personne dans cette salle ce soir a un problème en ce moment. Tous. Vous avez tous des problèmes, j'ai des problèmes, on a tous des problèmes. Si vous sortez dehors, il y a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais pourquoi est-ce qu'on a des problèmes ? C'est pas à cause de nos circonstances extérieures. C'est parce que notre cerveau, il est là pour les régler, les problèmes. Et une machine qui est là pour régler des problèmes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vite transformer des choses qui ne sont pas forcément des vrais problèmes en problèmes, puisque c'est sa raison d'être. Et on vit avec ça dans nos têtes. Et c'est pour ça qu'on peut arriver à la fin d'une journée qui a été géniale à plein d'égards et dire qu'on a passé une journée de merde. C'est pour ça qu'on va retenir le seul reproche plutôt que les compliments, parce qu'on est focalisé sur le problème, on est focalisé sur notre survie, on traite l'information négative comme si c'était une menace à notre survie, alors que la plupart du temps, ça ne l'est absolument pas. Ça, c'est pour le problème, donc. Heureusement, comme pour la compulsivité, qui avait un antidote, il y a un antidote à ce problème, à ce biais de négativité. Et cet antidote, c'est le phénomène que vous connaissez sans doute, qui est le phénomène dit de neuroplasticité. C'est l'idée que, nonobstant le fait que notre cerveau est un cerveau, quand il arrive à la base de presque d'animal sauvage en quête de survie, le cerveau évolue tout au long de la vie en fonction de la manière dont on s'en sert. Le cerveau est comme de la pâte à modeler. Il est en constante évolution. C'est une des très, très, très grandes découvertes scientifiques de ces 20 dernières années. Le cerveau est composé de milliards de neurones et à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones. La pensée la Vendée fait battre mon cœur
correspond à son propre réseau de neurones. La pensée « j'ai le trac quand je monte sur scène » à son propre réseau de neurones. La pensée « il m'énerve vraiment lui, j'en peux plus », c'est son propre réseau de neurones. Et la pensée « ah, j'adore quand mon fils ou mon petit-fils vient me faire un câlin », c'est son propre réseau de neurones. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'entretiens une pensée, j'active ce réseau de neurones, je renforce ce réseau de neurones, de telle sorte, et c'est un point très important, que j'augmente la probabilité que ce réseau de neurones se réactive par lui-même dans le futur. Autrement dit, il n'existe pas de pensée anodine. À chaque fois, à cause de la neuroplasticité, que j'entretiens une pensée, je suis non seulement en train d'affecter ma réalité à l'instant présent, mais je suis en plus en train d'envoyer un message à mon cerveau, s'il te plaît, resserre-moi cette pensée dans le futur. La plastique du cerveau, elle fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que je crois qu'on connaît tous des personnes qui ont l'air tout le temps en toupie sur leurs problèmes et des personnes qui ont l'air tout le temps heureuses et tout va bien. Non, on connaît tous des gens comme ça parce que le cerveau, il marche comme ça. Il marche en cercle vicieux et en cercle vertueux. Et je peux pas dire j'ai passé une journée de merde de façon anodine parce que je renforce la chance que mon cerveau va me resservir cette pensée dans le futur. Une chose qui est une petite digression, mais qui est intéressante à comprendre par rapport à ça, c'est la manière dont fonctionne la pensée. Une découverte qui a été faite dans le champ d'études qu'on appelle la psychologie cognitive, dont vous avez peut-être entendu parler, et notamment avec cet auteur génial qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a un prix Nobel d'économie, qui a une conférence TED incroyable sur l'expérience et le souvenir que je vous invite vraiment à regarder. Nous explique qu'on a deux systèmes de pensée. La pensée automatique, notre système 1, et la pensée délibérée, notre système 2. Si je vous demande quel est votre prénom ou de multiplier 2 par 2, normalement, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir la réponse en tête. Votre système 1 répond tout de suite votre prénom et le résultat de la multiplication. C'est la pensée automatique. Si maintenant je vous demande de multiplier 24 par 37, en général, votre système 1, il va sécher, il n'a pas la réponse. Et là, votre système 2 arrive et dit « Tiens, je crois que tu as une calculette sur ton téléphone, ou tu peux aller prendre sur ton cahier, ou tu peux essayer de la poser dans ta tête, tu vas voir. » Ça marche comme ça. Pour vous donner un exemple, quand vous conduisez sur une route que vous connaissez, c'est votre système 1 qui conduit, c'est automatique. C'est pour ça que vous êtes capable d'avoir une conversation avec quelqu'un, vous êtes capable d'écouter un podcast ou la radio. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous devez faire un dépassement dangereux, ou si vous devez vous garer, en général, on va et on baisse la musique, ou on s'arrête d'avoir la conversation. C'est parce que le système 1, il est plus capable, là, de faire ce dépassement ou d'aller se garer. C'est le système 2 qui doit faire. Et vu que le système 2 était en train d'écouter la radio ou d'avoir la conversation, il est plus disponible. Donc, il revient. Donc, notre vie est comme ça, en fait, dans cette alternance entre notre pensée automatique et notre pensée délibérée. D'ailleurs, quand on pratique la méditation, c'est notre pensée automatique qui vient nous sortir toutes sortes de choses. Et le jeu, c'est comment est-ce que, au lieu de rajouter avec ma pensée délibérée, je vais ramener mon attention à l'instant présent. Le point de tout ça, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense de façon délibérée au cours de la journée, vient renforcer ou enlever de la force dans certains aspects de notre pensée automatique. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'air d'être tout le temps en cercle vertueux et d'autres qui ont l'air d'être tout le temps dans un cercle vicieux. Et je pense que, ayant compris un petit peu comment ça fonctionne et ce principe de neuroplasticité, vous me voyez venir avec mes gros sabots sur quelle est la deuxième anti-sèche après la pratique de la méditation. Et la deuxième anti-sèche est la deuxième chose après la pratique de la méditation, la plus importante que j'ai personnellement apprise pour réussir à diminuer le nombre de moments de résistance à l'instant présent et augmenter le nombre de moments de bonheur,
c'est tout simplement la pratique de la gratitude. C'est quelque chose dont les religions, les grandes spiritualités nous parlent depuis des millénaires. Mais c'est fascinant parce que c'est quelque chose que la science contemporaine est venue confirmer aujourd'hui pour dire oui, la pratique de la gratitude fonctionne comme une rééducation de notre cerveau. C'est elle qui permet de faire échec et mat au biais de négativité. Mais la différence qu'il y a entre ce que nous disent les spiritualités ancestrales et ce que nous dit la science contemporaine, c'est que les religions, souvent, nous disent merci Dieu, merci pour ma famille, merci de manger à ma faim. Et c'est très bien tout ça, il ne faut pas s'arrêter de dire merci pour toutes ces choses générales. Mais ce que nous dit la science du bonheur, ce que dit le champ d'études qu'on appelle la psychologie positive, c'est que pour être efficace sur le cerveau, il faut savoir être spécifique dans sa pratique de la gratitude. Merci pour le délicieux pain au chocolat que j'ai mangé à la gare de Nantes tout à l'heure. Merci pour le super bouquin que je suis en train de lire en ce moment sur l'histoire de la société de Nike. Merci pour le chaleureux accueil au Serra ce soir. Merci pour le beau coucher de soleil que je suis en train de voir ou que j'ai vu. Être très spécifique. C'est ça, en fait, qui va permettre de renforcer les réseaux de neurones qui vont faire que la pensée automatique va nous suggérer de plus en plus de pensées qui vont être propices à notre bonheur et de moins en moins des pensées qui vont être des pensées du type « je suis pas content de mon travail, j'aime pas mon voisin, quelle journée de merde, etc. » Donc concrètement, encore une fois, très concrètement, pour essayer que ça ne soit pas juste quelque chose dans le vide, mais quelque chose avec lequel vous puissiez repartir. J'espère que vous allez repartir et qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui vont essayer de méditer pendant 10 minutes par jour, pendant 10 jours. Je voudrais rajouter tout petit peu à vos devoirs, à vos antisèches, et vous dire que la bonne nouvelle, c'est que la pratique de la gratitude, il ne vous faut pas 10 minutes. Il vous faut à peine 3 minutes et encore. Si vous voulez vraiment vous employer la Rolls des pratiques, c'est le carnet de gratitude. Si vous prenez un carnet et pendant 3 toutes petites minutes tous les jours, vous écrivez les choses spécifiques qui ont été bonnes dans votre journée. Le bon repas avec le collègue, l'éclat de rire avec un pote, le très bon jus d'orange que j'ai bu. L'idée, c'est que on a tendance à prendre toutes ces choses exceptionnelles pour acquises. Concrètement, et c'est ce qu'on disait au début, on est pourri gâté par la vie. On fait partie des gens ici, dans cette salle, du peut-être 0,00001% des plus privilégiés de l'histoire de l'humanité. On a accès à un nombre de choses incroyables, mais pourtant on arrive à la fin de la journée, on prend toutes ces choses pour acquises et on se concentre seulement sur le reproche. Donc l'idée, c'est de rééduquer mon cerveau. C'est de me dire, mais en fait, j'ai de la chance de pouvoir prendre cette douche chaude-là, c'est agréable. Et il est vraiment cool, en fait, ce savon-là, il sent bon. Je l'aime bien, c'est cool. C'est des choses qu'on a tendance à prendre pour acquises, mais qui ne sont pas acquises, même pour la plupart de la population du monde aujourd'hui. Donc, vous pouvez écrire 3 minutes, et si vous faites ça, ça sera la voie royale, et vous aurez... Ce sera pareil, prenez 10 jours, vous ressentirez les bienfaits en 10 jours. 130 minutes, c'est la durée d'un mauvais film qui est long. Donc combien vous avez vu de mauvais films qui étaient longs ces dernières années ? Sans doute pas mal aussi. Donc si vous pouvez en remplacer un avec les 10 minutes de méditation, les 3 minutes de gratitude pendant 10 jours, je peux vous dire que vous allez en avoir pour votre temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une anti-sèche à l'anti-sèche. Si jamais vous oubliez de faire votre carnet ou que c'est trop compliqué, parce que ça va prendre un cahier et un stylo et écrire 3 minutes, ça peut être beaucoup. On a beaucoup de choses à voir sur nos téléphones et beaucoup d'autres choses vraiment cruciales à faire.
Mon anti-sèche de l'anti-sèche, quelque chose que je fais religieusement depuis des années, c'est quelque chose que j'appelle ma douche de gratitude. Ça veut dire, à chaque fois que je prends ma douche, j'essaye de lister entre 5 et 10 choses super qui se sont passées depuis la dernière douche. Je le prends tous les jours. L'idée, c'est que c'est difficile d'ajouter une nouvelle habitude dans nos vies. Ça demande un certain exercice de notre volonté. Si je vous demande aujourd'hui de faire la méditation le matin, par exemple, et d'ailleurs on parlera de quel moment c'est bon de faire la méditation, et de faire le carnet de gratitude, vous repartez d'ici avec 2 nouvelles habitudes à mettre en place, et c'est beaucoup demandé. Donc ce que j'aimerais, c'est que, si possible, il y en a une que vraiment vous essayez de mettre en place pour vous, juste pendant ces 10 jours, et l'autre, vous pouvez juste l'ajouter à quelque chose qui existe déjà. C'est pour ça la douche. On n'oublie pas de prendre sa douche. Donc il suffit de se rappeler que quand je prends ma douche, c'est le moment où je vais faire mes gratitudes, et hop, ça y est, j'ai une pratique rituelle de la gratitude. Rien que ça, pendant 3 semaines, et ça vous prendra même pas 10 secondes, 15 secondes dans votre douche, ça aura un impact majeur. Et encore une fois, je pèse mes mots, un impact majeur sur la capacité naturelle de votre cerveau à créer des moments de bonheur. Mais le point de cette explication sur le biais de négativité, sur la neuroplasticité, c'est que en fait, vous compreniez de quoi il s'agit et que vous puissiez créer vous-même la pratique de gratitude qui vous ira. Si vous voulez noter à chaque fois qu'il y a une bonne chose, tiens, ça, j'éprouve de la gratitude, vous pouvez faire ça. Moi, j'ai eu un moment qui m'avait beaucoup touché. Dans un des trainings que je faisais en entreprise, je fais un training de niveau 1 et un autre de niveau 2. Et en niveau 1, on parle de la gratitude. Et en niveau 2, il y a une femme qui est revenue et qui m'a dit, il s'est passé quelque chose de génial pour moi, c'est qu'une des grandes tristesses dans ma vie, c'est que j'arrivais pas à communiquer avec mon fils adolescent. Je lui demandais, alors c'était bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Rien. Non, mais tu as bien dû faire des choses. Non, il n'y avait pas comme d'hab. Et elle n'arrivait pas à communiquer avec son fils ado, elle n'arrivait pas à savoir ce qui se passait dans sa vie, elle n'arrivait pas à partager, à connecter. Et pour elle, c'était une grande source de frustration parce qu'elle avait envie d'un rapport qui soit plus riche avec son fils. Et un jour, elle lui a suggéré, et si j'ai appris ce nouveau truc et tout, et si on faisait les gratitudes ensemble ? Et il a dit OK. Et du jour au lendemain, il y a les portes qui se sont ouvertes et il s'est mis à tout partager de ce qui se passait dans sa vie, à raconter sa journée, à raconter ce qui se passait avec ses amis et tout, juste parce qu'il y avait, c'était tourné sous forme de ce jeu de la gratitude et des bonnes choses qu'on allait dire. Et donc tout ça pour dire que vous pouvez laisser libre cours à votre créativité sur comment vous allez le mettre en place. J'ai un couple aussi qui était en training et qui avait, en général, quand il parlait sur WhatsApp, et quand il parlait sur WhatsApp, c'était surtout pour savoir qui allait acheter le papier toilette et comment on allait organiser concrètement les jours à venir. Et un jour, ils ont décidé de faire une autre conversation WhatsApp que gratitude. Ça veut dire que quand celle-là survient, ils savent que ça va être des bonnes nouvelles. Marrant d'ailleurs une aparté sur cette question des bonnes nouvelles. On entend souvent, moi j'entends souvent les gens dire c'est dommage qu'il n'y ait pas un journal des bonnes nouvelles, c'est le journal que des mauvaises nouvelles. Mais ça, c'est à cause de notre biais de négativité. C'est parce que notre cerveau, il est comme ça. Notre cerveau, il s'arrête sur l'information négative. Si vous voyez 2 personnes vous battre dans la rue, en général, on s'arrête et on regarde. Si vous voyez 2 personnes s'embrasser, vous passez votre chemin. Quelque chose qui je trouve qui illustre bien d'ailleurs, et c'est encore dans la digression, mais c'est rigolo, quelque chose qui illustre bien cet aspect-là et ce biais de négativité, c'est le générique du journal télé de TF1. Vous voyez le générique du journal télé de TF1 ? Et ben en fait, c'est un remix de la bande originale des Dents de la Mer. Pour de vrai. C'est vraiment, ça veut dire, voilà ce qu'on va, ça annonce bien la couleur.
Et c'est pas parce qu'il y a une intention négative, c'est juste parce qu'il y a une compréhension que c'est au négatif qu'on réagit le plus. Donc c'est vers ça qu'on va. Et donc, tout ça pour dire que voilà la deuxième anti-sèche, la pratique de la gratitude. Vous pouvez faire le cahier de gratitude pendant 3 minutes, vous pouvez faire la douche de gratitude, vous pouvez faire une conversation WhatsApp, vous pouvez faire un moment à dîner, il y a plein de façons différentes de le faire. Mais une fois que vous avez compris que c'est ce phénomène de spécificité, de répétition, vous devenez responsable du fonctionnement de votre cerveau et c'est vous qui décidez comment vous allez mettre ça en place. Il y a une image que j'aime bien, c'est celle des mouches et des abeilles. La mouche, elle va voler au-dessus d'un champ de fleurs et elle va aller se poser dans le seul petit bout de caca qu'elle va trouver. Et l'abeille, elle peut voler au-dessus de monceaux de caca et elle va trouver la seule fleur et elle va aller se poser dedans. Et le point, c'est quoi ? C'est que le biais de négativité, l'identification au mental, font qu'on a très souvent tendance à être des mouches. Mais qu'on a la possibilité, avec un petit peu de travail, avec un petit peu de discipline, avec un petit peu plus de conscience, de devenir de véritables abeilles et de complètement transformer la proportion de moments dans nos vies qui vont être passés dans le stress et l'angoisse et la proportion de moments dans nos vies qui vont être passés dans la joie, dans la créativité, dans l'enthousiasme et dans la gratitude. Donc voilà pour la présentation sur ces antisèches du bonheur. J'espère qu'il y en a qui vont partir d'ici et qui vont vraiment essayer de ressentir dans leur moi présent les bienfaits de ces pratiques. Pour ce qui est de la méditation, j'ai oublié de vous dire à quel moment je vous recommande de le faire. C'est important de le faire sur un ventre vide pour pas que ça interfère avec la digestion. Le meilleur moment véritablement pour pratiquer et se mettre à la pratique de la méditation, c'est le matin, avant le petit déjeuner. Et je sais que c'est difficile de prendre 10 minutes le matin. Et je sais que c'est particulièrement difficile pour les mamans qui ont des enfants en bas âge. Mais même pour elles, je travaille avec des centaines qui arrivent à trouver un moyen de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire le matin avant le petit déjeuner, un autre bon moment, c'est peut-être la transition entre la journée et la soirée, donc avant le dîner. C'est important de faire la méditation assis. Vous pouvez méditer allongé le soir, mais c'est une pratique de relaxation. C'est quelque chose qui vous aidera à vous endormir, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça qui va vous aider à vous désidentifier de votre mental. Vraiment, la pratique de la méditation, c'est une pratique d'observation. De ne pas oublier que si vous avez des milliers de pensées qui vous viennent, c'est normal et c'est pas grave. Ça fait partie de la pratique, ça n'existe pas de ne pas réussir à méditer. Quelqu'un qui a l'impression de ne pas réussir à méditer parce qu'il a trop de pensées, c'est comme si c'était quelqu'un qui arrivait, qui était en surpoids, qui allait à la salle de sport et qui disait « ce truc-là, c'est pas pour moi, j'y arrive pas ». C'est précisément parce qu'on n'y arrive pas que c'est véritablement pour nous. Et moins vous allez y arriver, plus ça va être un signe que vous en avez en fait effectivement besoin. Si vous voulez bien, je vous propose qu'on fasse une méditation, guidée. Cette fois qui va durer douzaine de minutes, ça vous va? Quinzaine de minutes? Une piste rouge? Ouais. En fait, j'ai la version 7 minutes et j'ai la version 15 minutes, mais
Vraiment, la version 15 minutes, elle est beaucoup mieux. Elle est vraiment beaucoup mieux. Elle est plus sympa. Elle est plus profonde. Vous vous en souviendrez plus. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion, quoi. Ah ouais, d'accord, on fait celle de 15 minutes. On est bon au niveau du temps? Ouais. Après, on passe aux questions-réponses. Donc, si vous voulez bien, encore une fois, je vais vous demander de vous asseoir de façon symétrique, sans que ce soit inconfortable, mais de vous tenir droit, dans une position qui va être en même temps alerte, mais en même temps relâchée. Que vous puissiez être dans l'observation. Et pour ceux qui ne veulent pas faire la pratique, juste vous demande de maintenir le silence. Et pour les autres, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de fermer les yeux afin de rentrer à l'intérieur de vous. Et fermer la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Et devenez complètement immobile. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui entre et sort de vos narines. Et observez votre respiration. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et ressentez votre humeur du moment comme si vous inspectiez vos émotions de l'extérieur. Et remarquez comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Et si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand vous vous en rendez compte, ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines, c'est-à-dire à l'instant présent. Sans forcer et simplement en observant l'air qui entre et sort de vos narines, tâchez de ralentir votre respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient vous caresser à l'intérieur de votre corps lorsqu'il entre à l'inspire et sort à l'expire. Comme si ce filet d'air était une substance magique qui vous apportait de la joie à chaque inspiration.
Et progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Et votre respiration de plus en plus lente. Tout en restant concentré sur votre respiration. Visualisez-vous quand vous étiez un bébé de 6 mois. Les personnes qu'il y avait autour de vous, l'endroit où vous viviez. Le déroulement d'une journée typique. Maintenant, visualisez-vous à l'âge de 5 ans. Rappelez-vous de vos préoccupations. Vos goûts. Les personnes qu'il y avait autour de vous. Maintenant, vous avez 10 ans. Visualisez les gens autour de vous. Vos préoccupations, vos croyances, vos goûts. Vous avez 20 ans. Visualisez votre corps, votre visage. Quelles sont vos préoccupations à 20 ans? Les gens autour de vous. Vos croyances et vos goûts. Maintenant, vous avez 30 ans. Souvenez-vous ou imaginez-vous à 30 ans. Tout en restant concentré sur votre respiration. Visualisez vos préoccupations. Les gens autour de vous à 30 ans. Vos croyances et vos goûts. Quarante ans.
Maintenant, vous avez 50 ans. Qui sont les gens autour de vous à 50 ans? En quoi est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous aimez faire de vos journées? « 60 ans. Maintenant, vous avez 70 ans. « 80 ans. Vous avez 90 ans. Vous êtes au crépuscule de votre vie. Regardez ce qui vous préoccupe. Qui sont les gens autour de vous? Quelles sont vos croyances et quels sont vos goûts? Continuez à porter votre attention sur votre respiration. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? La vraie personne que vous êtes n'a rien à voir avec vos préoccupations du moment, avec les gens autour de vous, avec vos croyances ou avec vos goûts. Toutes ces choses sont changeantes. La personne que vous êtes vraiment ne change pas. Elle est le plus petit dénominateur commun de la personne que vous étiez à 6 mois, à 10 ans, à 40 ans, à 80 ans. La personne que vous êtes, c'est la conscience immuable qui est capable de voir toutes ces choses. La personne à l'intérieur de vous qui est capable de dire « je suis » et d'observer le monde autour d'elle. Avant de terminer la méditation, encore une fois, ressentez votre humeur du moment, comme si vous inspectiez vos émotions de l'extérieur.
Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de cette méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui vous entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de vos vêtements sur vos corps, et bien sûr toutes les couleurs autour de nous. J'espère que cette méditation vous a fait du bien. Je sais qu'elle peut être parfois un peu secouante. C'est une pratique que j'ai faite quand j'étais en Inde et qui personnellement m'avait beaucoup secoué, qui m'avait fait prendre conscience de la trivialité aussi de beaucoup des choses que je considérais comme mes problèmes. Parce que quand on regarde quelles sont nos préoccupations et nos croyances à différents moments de la vie, on se rend compte à quel point ces choses sont changeantes. On se rend compte à quel point l'histoire, elle évolue, et à quel point c'est de la matière en fait, et que c'est pas la personne qu'on est véritablement. On va ouvrir pour des questions, et juste avant, vous laisser avec une pensée qui m'anime beaucoup, qui est une pensée d'Albert Einstein, qui dit il n'y a que deux façons de vivre sa vie, soit en faisant comme si rien n'était un miracle, soit en faisant comme si tout était un miracle. Et je crois qu'avec l'identification mentale et le biais de négativité, parfois on a tendance à rien voir comme un miracle, mais avec un petit peu de travail, avec un petit peu de discipline, avec juste quelques minutes par jour, on peut complètement transformer sa perception du monde et se mettre à tout voir comme un miracle. Et alors, à ce moment-là, la vie, elle commence à avoir un autre goût. Et c'est tout le mal que je vous souhaite.